Bonjour, bonjour à tous, bienvenue aux amoureux, amoureuses du Japon et de sa culture, bonjour aux fans de manga et de lecture, moi c'est Flo et aujourd'hui on va parler de genre, de sous-genre de manga et aussi de quelques cas de manga qui sont inclassables, qui sont particulièrement compliqués à classer. Donc bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre, heureux de vous avoir parmi nous aujourd'hui. On va parler donc de genre et de sous-genre de manga et de quelques cas de manga qui sont compliqués à classer. Alors, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est pourquoi cette catégorie, pourquoi ce live, pourquoi est-ce que ça m'a intrigué, pourquoi j'ai eu envie de faire ça. Ensuite, on va parler des différentes catégories de manga, avec la classification donc, démographique et la classification par genre des différents mangas. Et ensuite, une fois qu'on aura bien compris ça, on pourra parler des mangas qui sont particulièrement difficiles à classer. Bonjour Amé, ravi que tu es là. Donc Amé de Otaku sera là aussi pour potentiellement compléter ce que je dirais, pour répondre à des questions. Et à chaque fois que je vous parlerai d'un manga, je vous expliquerai quel a été le choix de Otaku et pourquoi il est classé dans telle ou telle catégorie. Alors, pourquoi faire ce live? Tout d'abord parce que moi, il y a un manga que j'aime beaucoup, qui m'a pas mal aidé quand je suis allé visiter le Japon, parce qu'il parle pas mal de l'histoire. C'est Samurai Deeper Kyo. C'est un manga qui brasse de l'aventure, de la comédie, qui est un peu historique, dans lequel il y a du surnaturel, et dans lequel il y a des samouraïs. Hein. Moi, j'ai un amour un petit peu pour les sabres aussi. Il y a de la romance et de l'amitié. Donc, avec tout ça, je me suis dit, dans quoi est-ce que je pourrais ranger Samurai Deeper Kyo si je devais moi choisir, si je devais recréer ma librairie parfaite chez moi? Parce qu'en fait, c'est un shonen, mais il a des dessins un peu de type shoujo, de par son mangaka, et il reprend des éléments de l'histoire du Japon sans être un manga historique, parce que c'est extrêmement romancé. Du coup, je trouve que ce manga représente assez bien pourquoi c'est complexe de classifier finalement un manga. Pourquoi je mettrais ça dans un manga voilà, shonen samouraï, alors qu'il y a de la romance et que c'est des dessins de type shoujo. Dans tous les cas, chez Otaku, il est classé en shonen aventure, et il faut dire que c'est plutôt correct, puisque ça reprend énormément de codes du shonen, avec le héros qui devient de plus en plus fort à chaque combat et dont les adversaires finissent par devenir des amis. Donc c'est vraiment un shonen classique, mais c'est plus que ça également. Et voilà pourquoi je me dis qu'il y a beaucoup de mangas qui sont inclassables, que ça m'a questionné et que je vais pouvoir partager tout ça avec vous. Donc Ameen nous demande voilà, si on pense que Samurai Deeper Kyo c'est vraiment un shonen ou pas vraiment un shonen. Est-ce que c'est plus que ça? Est-ce qu'il ressemble à tous les autres mangas de samouraï, comme je sais pas, Gamaran, Kenshin le Vagabond, Vagabond tout simplement, et tout ce genre d'œuvres. Mais pour bien comprendre quels sont les différents genres, quelles sont les différentes classes et les catégories, eh bien on va passer un petit peu à travers les classifications. Comme je vous l'ai dit, au début, il y a la classification par démographie, qui est un petit peu comme pour les jeux vidéo et l'ISRB, l'Entertainment Software Rating Board, ou PEGI en Europe. C'est un classement par âge qu'on va observer, et ensuite par genre masculin ou féminin de public visé dans le manga. Alors, c'est pas très 2021, certes, comme classement par genre, mais il faut comprendre le manga pour pouvoir comprendre pourquoi cette classification existe encore. Et même si la société a le temps de devenir moins genrée, les gens qui écrivent et qui éditent les mangas, ils veulent que le lecteur il s'identifie au héros. Donc la plupart du temps, et ça a été beaucoup le cas sur les premiers gros succès du manga dans les années 80, les héros étaient adaptés au lecteur, c'est-à-dire qu'il y aura une héroïne si on veut toucher un lectorat féminin, et il y aura un garçon en personnage principal si on veut toucher plutôt un héros. Merci Julien pour dire que tu aimes ces chroniques. Bien, tout simplement, je fais des chroniques tous les mois pour Otaku, et on fait également des quiz tous les mois. N'hésite pas à venir, mais ça fait très plaisir que tu sois là et que tu apprécies. Je vous disais que donc dans la classification démographique, il y aura 6 catégories. Ensuite, on va voir des exemples de nombreux sous-genres et genres. Et on va passer à travers la classification par genre. Mais il faut bien comprendre que les genres que vous connaissez, j'imagine, sont le shonen, le shoujo et le seinen. Ils ont été mis en place par les éditeurs japonais pour un public japonais, avec sa culture, ses catégories socio-professionnelles, tous ses clichés. Et ces catégories, elles ne peuvent pas très bien fonctionner en fait en Occident systématiquement. Et selon la date de sortie, quelque chose qui était purement un shonen dans les années 80-90
Aujourd'hui, il y a peut-être des sous-genres plus connus dans lesquels on pourra le ranger. Mais dans tous les cas, vu qu'on passe du Japon à l'Occident, on est forcé, nous, de se poser la question, est-ce que c'est un seinen? Est-ce que c'est un shonen? Est-ce que c'est un shoujo un peu plus mature? Et donc tout ça va amener pas mal de questions et à mes demandes. Et c'est vrai, est-ce que vous vous posez la question quand vous achetez un manga? Est-ce que vous y allez parce que vous dites ça je sais que c'est pour moi, ça c'est un shonen policier, ça j'aime beaucoup, ou est-ce que vous y allez pour la couverture, pour l'histoire, ou parce que vous suivez finalement peut-être aussi un mangaka que vous essayez d'avoir toutes ces œuvres. Et donc sans plus attendre, je vais vous parler rapidement de chaque catégorie, donc de par la démographie. Le premier manga classifié en termes d'âge, c'est le Kodomo. Ça veut vraiment dire enfant en japonais. Et on va utiliser ce genre pour parler de manga à destination d'un jeune public. Et au Japon, c'est même encore plus précis, avec les Nyu Yoji, ou Yoji pour les enfants de 0 à 8 ans, le Joji pour les petites filles, et le Danji pour les petits garçons. Dans ce genre d'œuvre, on peut retrouver par exemple Shi, une vie de chat, qui est rangée chez Otaku dans la catégorie Kawaii. Il y a Hamtaro, Professor Layton, le manga, qui sera classé donc dans enfant éducatif à Otaku, ou encore Yokai Watch, qui sera là dans enfant aventure, et il y a encore Mochi et compagnie, voilà, dans tous ces mangas qui sont kawaii, et généralement on voit à la couverture ou à l'aura de l'œuvre que c'est vraiment un kodomo. Ensuite il y a le shonen, qui signifie adolescent, et bon, on sait que adolescence c'est un vaste sujet, donc imaginez tout ce qu'il peut y avoir de rangé dans le shonen. Et ce genre, il vise, alors, majoritairement, à la base, un public masculin entre 8 et 18 ans. Full Metal Alchemist, Radiant, Dragon Ball, c'est des bons exemples de shonen qui sont donc en shonen aventure, si vous les cherchez par exemple chez Otaku. Et Amé, tu fais super attention à l'auteur. Ouais, s'il y a un auteur que tu aimes, tu veux tout lire de ce qu'il fait. Ouais, quelle que soit la catégorie, je comprends, ouais, tout à fait ça. Moi, j'ai découvert par exemple Naoki Urasawa, et depuis, je suis un très très gros lecteur. Ou encore Kenshin le Vagabond, que j'ai découvert avec Buzo Renkin, Nobuhiro Watsuki, qui est un auteur que j'aime particulièrement. Vous pouvez le voir normalement sur tous mes lives, j'ai toujours ma petite tasse porte-bonheur de Kenshin le Vagabond. Donc voilà, l'auteur peut être aussi important, mais même s'il y a des auteurs qui parfois vont expérimenter divers styles. Donc après le shonen, grand genre connu, c'est le shoujo, qui peut se traduire par jeune fille ou petite fille. Donc à l'instar du shonen, elle vise un public de 8 à 18 ans, mais plutôt féminin, et qui possède ses propres caractéristiques et ses propres canons. On compte dans ce genre des œuvres comme Fruit Basket, qui sera rangé en shoujo 100% sentiment chez Otaku, le shoujo Setenu, ou alors Merupuri, qui est dans le type shoujo aventure. Et là, vous voyez déjà qu'entre shonen et shoujo, il y a deux classes qui se regroupent, c'est aventure. Donc la frontière est parfois franchie et on peut se poser la question. Si l'héroïne a des étoiles dans les yeux, dans une tempête de fleurs, avec un chaton qui gambade sous le regard attendri d'un joli garçon, j'achète. Ouais, effectivement. Ça prouve que toi, tu es peut-être en train de t'identifier à un type d'héroïne et que donc les éditeurs japonais, eux, ils essayent de te viser en te fournissant une héroïne qui va pouvoir porter tes valeurs, Anne. Donc, merci pour ce petit commentaire. Tu vas aimer, toi, les mangas style romance et 100% sentiment, j'ai l'impression. Shonen Shoujo, le troisième bien connu, c'est le Seinen, qui signifie en japonais donc jeune homme. Donc, en suivant la même logique et pour donner un âge au lectorat, on sera entre 15 et 30 ans, bien qu'il y ait des lecteurs de tous les âges qui peuvent se retrouver dans cette catégorie, un peu plus jeunes, bien plus âgés. On parlait de Naoki Urasawa, donc Monster et 20th Century Boy, qui sont donc dans des seinen policiers, seront dans cette catégorie. Dragonhead, ça sera un seinen action, et là pas aventure, mais bien action. Ou encore Quartier lointain de Jiro Taniguchi, ça sera un seinen art et société. Et j'imagine que vous voyez bien qu'entre Quartier lointain de Maître Taniguchi et un One Piece, il y a un registre assez différent sur les aventures et mésaventures. Donc les deux prochaines catégories dont je vais vous parler, elles sont moins souvent mises en avant et on les retrouve moins dans les librairies et les bibliothèques, mais elles existent cependant. La première, c'est le josei, qui signifie donc jeune femme, même si au Japon, ils utilisent plutôt le terme redikomi, et c'est le pendant du seinen, avec un lectorat entre 15 et 30 ans, mais avec une cible plutôt féminine.
Ça sera rangé généralement en seinen romantique, par exemple chez Otaku. Il y a Switch Me On, Perfect World ou encore Cigarette and Cherry qui serait dans cette catégorie. Et sinon, il y a aussi le Seijin, qui est un manga pour adultes, donc, mais pas au sens érotique, hein, plutôt parce que les sujets qui sont abordés sont un peu plus graves et complexes, et ils seront traités de manière plus sérieuse, on va dire, que dans un shonen qui peut pourtant aborder des thématiques aussi sérieuses, mais il va rajouter de la légèreté par moment. Donc généralement, les Seijin, ils sont regroupés dans le Seinen, qui est la catégorie, on va dire, des mangas pour un public un peu plus adulte que le manga type shonen adolescent et shoujo adolescente. On va parler donc rapidement de la classification par genre dans toutes ces catégories shoujo, seinen, shonen. Il y a de nombreux genres que vous connaissez forcément, donc on va un petit peu parler. On va commencer par le genre du ecchi. Le ecchi qui peut se traduire par un peu indécent, lubrique, pervers, et ça correspond à des intrigues sensuelles qui peuvent parfois virer à de l'érotique, mais qui restent le plus souvent sexy plutôt que sexuel. C'est basé sur un peu le fan service, donc il y a des situations récurrentes, des quiproquos dans les dialogues ou dans les positions des personnages, ou encore il y a le fait qu'un personnage se retrouve à cohabiter avec uniquement des personnages du sexe opposé, on en parlera tout à l'heure. La sexualité, elle est généralement utilisée pour créer l'effet comique dans le ecchi. Donc c'est la transcription sonore en fait de la prononciation japonaise du H, ecchi, le H du mot hentai, qui par contre là est une œuvre proposant des représentations explicites de relations sexuelles et de nature pornographique, qui est un genre qui existe et qui marche plutôt bien pareil au Japon. Et donc le hentai, le sens premier du mot, c'est changement de forme ou transmutation. Et le terme, il a pris une connotation de hors norme quand on parlait de troubles de l'hystérie à l'époque. Et dans les années 10, le terme, il est utilisé dans l'expression hentai seiyoku, qui est un désir sexuel anormal. Et donc là, vous comprenez que finalement, hentai, ça va dériver vers le sexuel, et c'est synonyme de perversion actuellement au Japon. Et comme déjà indiqué, il s'agit d'une œuvre à contenu pornographique explicite, pas forcément axée sur l'humour comme le ecchi. Et certaines histoires, elles se focalisent sur la découverte de la sexualité, de la vie d'un couple, peut-être pour instruire son lectorat, comme Love Story, qui est rangé donc dans ecchi 16+, à Otaku, alors qu'il y a d'autres qui vont utiliser le sexe comme un prétexte à une histoire complexe ou alors à des rencontres entre différents univers, différentes espèces, comme par exemple Monster Musume. Dans ces deux catégories, il y a également le yaoi, qui est une sous-catégorie avec des romances qui vont être des fictions centrées sur des relations sentimentales et ou sexuelles entre personnages masculins, et le yuri qui se focalise sur des relations plutôt entre femmes. Il y a un sous-genre qui peut croiser ceux qu'on a évoqués plus haut, qui est le harem, qui désigne le genre du manga ou d'anime dans lequel des personnages principaux est entouré par un grand nombre de personnages de sexe opposé, et donc toutes les situations embarrassantes qui vont arriver. Francis, tu te demandes, Attaque des Titans, seinen ou shonen? Ça, c'est une très bonne question, et il est dans les mangas que j'aimerais, qu'on parle à la fin, quand j'aurai tout expliqué. Donc, les autres aussi, si vous écoutez, vous, à votre avis, l'Attaque des Titans, shonen ou seinen? C'est une vraie question, et vous allez voir un peu plus bas comment on va essayer de se demander où est-ce qu'il est classé. Bah, Francis, c'est pour tes élèves, déjà, c'est super de transmettre cette passion et cette culture du manga. Et après avoir développé les catégories, on parlera de l'attaque des titans. Donc, autre genre, qui est vraiment éloigné de ce dont on a parlé, c'est le Gekiga, qu'on pourrait traduire littéralement par dessin dramatique, qui est un genre de manga qui vise un public adulte. C'est un petit peu, on est au sens théâtral du terme. Le terme donc, qui est apparu dans les années 50, il désigne des œuvres sorties plus tard dans les années 60-70 qui traitent de thèmes sérieux, qui sont censés correspondre au centre d'intérêt et à la sensibilité des adultes de l'époque. Et les mangas qui appartiennent à ce genre, ils ont en commun une certaine intensité, une violence, et on retrouve souvent ça dans la catégorie seinen avec des titres comme L'homme sans talent, Orochi ou Le fleuve Shinano. Donc voilà pour ce qui est du Gekiga. Ensuite, on a le genre du isekai. Isekai, je pense que vous connaissez, il y a déjà eu des lives sur le sujet chez Otaku. On pourrait traduire ça par autre monde. C'est un sous-genre en fait qui va exploiter le concept d'un univers parallèle dans lequel le héros pourrait voyager ou être bloqué. C'est un genre de fantasy très ancien, on peut retrouver dans des types d'œuvres totalement différents comme Alice au Pays des Merveilles, Le Magicien d'Oz. Et
Le manga Sword Art Online, c'est un parfait exemple et un parfait représentant de ce genre, comme le manga Martian Awakened Romance, ou encore le manhwa Outlaw Players. Pour toucher un public un peu plus féminin, on a le Mahou Shoujo, ou le Magical Girl, comme on l'appelle. C'est un sous-genre assez connu du shoujo. C'est un sous-genre de la fantasy japonaise qui a pour héroïne des jeunes filles dotées de pouvoirs magiques, centrées sur les aventures d'une ou plusieurs jeunes filles dotées de pouvoirs qui peut être liés à des artefacts comme un pendentif, un bâton, un livre, ou à des animaux domestiques qui sont eux-mêmes dotés de pouvoirs magiques. Ce genre s'est particulièrement développé avec ses grands représentants que sont Sailor Moon ou par exemple Sakura, la chasseuse de cartes. Et ce genre, il est regroupé chez Otaku dans le genre shoujo aventure, parce qu'on voit que c'est une aventure, on a une héroïne forte, mais le sous-genre, voilà, Magical Girl, il n'est pas tout le temps dans toutes les librairies, et il représente bien aussi shoujo aventure. Autre sous-genre, vous allez tout de suite le visualiser quand je vais vous le dire, c'est le mecha. À la base, mecha, donc, ça désigne des armures à l'apparence humanoïde, ça peut être de simples robots ou des cyborgs, et c'est un genre d'œuvre qui est un sous-genre de la science-fiction qui compte les aventures de personnages qui incarnent ou utilisent donc, les fameuses armures que sont donc, les mechas. C'est né dans les années 60, et l'engouement des mechas se retrouve dans les figurines Gundam japonaises qui sont très présentes dans la culture. Il y en a un géant sur l'île d'Odaiba qui a été fait exprès. Et Evangelion, par exemple, c'est un manga assez représentatif du genre du mecha, qui seront rangés cette fois-ci dans le genre plutôt science-fiction ou dans le genre action, selon comment l'œuvre va développer finalement son histoire. Le genre qu'on va aborder maintenant, c'est, je pense, le plus représentatif du manga. C'est-à-dire que quand il y a des grands médias qui vont parler de manga, ils vont penser à ce genre et ça va un peu porter l'image du manga, parfois en bien, parfois en mal. C'est le neketsu. Le shonen neketsu, qui littéralement pourrait se traduire par sanshō, c'est un genre de manga qui est caractérisé par des codes stricts appliqués à certains éléments de l'histoire et du background du ou des héros. C'est issu en fait du monomythe de Campbell qui prétend donc, que tous les mythes du monde racontent au final la même histoire mais de manière légèrement différente. On a un appel à l'aventure que le héros doit accepter ou décliner, un cheminement d'épreuves où le héros réussit ou échoue, la réalisation de son but ou le gain qui lui apporte souvent une meilleure connaissance donc, de lui-même, notre héros, un retour vers un monde ordinaire où le héros donc, soit a réussi, soit où il a échoué, mais dans tous les cas, il a évolué grâce à son aventure. Il va y avoir ensuite l'utilisation du gain du pouvoir qui peut permettre d'améliorer le monde. En bref, le voyage du héros, il est au centre de l'histoire et il servira de fil conducteur à l'évolution aussi bien physique que morale du personnage principal. J'en parle avec beaucoup d'attachement parce que c'est ce genre d'œuvre qui m'a fait grandir et qui m'a donné ma valeur actuelle et mon amour pour le manga et la culture japonaise. Donc Dragon Ball, donc, qui est un shonen d'aventure pour otaku, il est incontestablement un exemple en la matière, tout comme Fairy Tail, mais on associe plutôt la pérennité de ce genre au manga de maître Osamu Tezuka, La Nouvelle Île au Trésor. Donc les caractéristiques typiques du manga Neketsu, comme je vous dis, c'est le héros qui est un jeune garçon orphelin généralement, ou qui vit séparé de ses parents, et il va être à la recherche d'une filiation de son père, de sa mère, en tout cas de savoir d'où il vient et qu'est-ce qu'il va devenir. Le héros, il a un objectif ou un rêve qu'il veut absolument réaliser, et ce, quels que soient les obstacles. Naruto, Neketsu, il veut devenir Hokage pour être reconnu au sein de son village de ninja. Le héros, il est foncièrement honnête et innocent, et il se révèle même souvent un peu naïf par rapport au monde qui l'entoure, parce que comme ça, les personnages vont lui expliquer le monde qui l'entoure, et via le personnage principal, ils vont expliquer au lecteur, et on va découvrir en même temps que notre personnage, et du coup, on va se sentir proche du héros, parce que lui était aussi ignorant que nous au début de l'œuvre, et plus il grandit, plus il va apprendre ce qu'est le monde qui l'entoure, et ce qu'est l'œuvre, et nous aussi, on va apprendre grâce à ça. Donc le Neketsu, est-ce que ça donne une bonne ou une mauvaise image du manga? Souvent, on dit que c'est toujours la même histoire, que c'est violent, que c'est que des combats, alors qu'il y a donc toutes ces valeurs qui sont derrière et qui vont porter également l'œuvre, puisque le personnage principal, il est doté de capacités ou de pouvoirs hors normes, parfois magiques, dont l'étendue, elle se relève progressivement, et il y a ce questionnement de qu'est-ce que je ferais moi si j'avais ce pouvoir aussi. Ça parle beaucoup d'amitié, souvent il va rencontrer des amis dans sa quête qui vont lutter contre le mal, et un des leitmotifs de ce genre de manga, c'est que ses premiers adversaires deviennent généralement ses plus fidèles compagnons. Dans Dragon Ball,
On a ça avec Piccolo, hein, qui se fait battre par Sangoku, qui devient ensuite un acolyte du dieu de l'univers, de la Terre en tout cas, et Vegeta, pareil, qui va finalement se bonifier au contact de Sangoku. Les participations au tournoi ou alors quelque chose de semblable sont aussi un thème récurrent de ce genre d'œuvre. Et surtout, lorsqu'il est sur le point de perdre ou de mourir, le héros se relève plus fort que jamais grâce à sa volonté et son envie brûlante de gagner, puisque le Neketsu, ça veut dire sang chaud, et donc c'est son envie brûlante de gagner qui va l'emporter. Et enfin, le dernier cliché, c'est qu'il va rencontrer un ou plusieurs maîtres, plusieurs sensei, qui vont lui apporter. Donc le Neketsu, extrêmement représentatif du manga, il y en a beaucoup, mais il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de Neketsu qui traversent l'Atlantique et qui viennent en Occident, mais il y a beaucoup d'autres œuvres au Japon qui ne sont pas des Neketsu, mais c'est le genre le plus représentatif d'après moi actuellement. Autre genre, le Jidaimono, qui est moins répandu et on pourrait le résumer comme un drame historique japonais inspiré dans la grande majorité des cas de théâtre, des poupées Ningyo, Jorori ou du théâtre Kabuki. Les thèmes les plus employés souvent sont ceux du Japon, autant des samouraïs, ou en Occident de la Révolution française. Donc il y a comme exemple Lone Wolf and Club ou La Rose de Versailles, aka Lady Oscar. Lady Oscar qui sera rangé en shoujo d'aventure pour le coup, parce que le Jidaimono n'est pas très répandu comme type de manga. Un autre type de manga qui tire son nom du type d'histoire qu'il raconte, c'est le manga tranche de vie. Le manga tranche de vie, il est rangé chez Otaku dans le genre art et société. C'est des histoires qui sont simples, avec un récit peut-être plus lent que dans les thèmes d'action pure. Et le thème tranche de vie, il peut se centrer sur des personnages ou sur un groupe de personnages d'ailleurs. Et il va traiter souvent d'aspects de tous les jours, comme le travail, l'amitié, l'amour, faire ses courses. On peut trouver des mangas comme Les Gouttes de Dieu, qui est un manga sur l'œnologie et sur le vin, dans ce genre, Space Brother, ou encore Barakamon, qui est un manga sur la calligraphie. Il y a aussi la section sport qui se retrouve parfois dans cette catégorie pour des œuvres où le sport il est porteur de l'histoire, mais pas forcément au cœur des intrigues. Par exemple, je vais prendre Happy, qui est un manga sur le tennis de Naoki Urasawa, mais là, le sport fait partie intégrante de la vie des personnages, mais c'est pas une recherche de la performance sportive à tout prix, qui sera plus rangée dans ce cas-là en shonen, comme Slam Dunk ou Aishil 21, qui sont plutôt rangés dans shonen art et sport. Puisque là, on retrouve des classiques du shonen avec un héros qui se bat pour devenir de plus en plus fort et qui va représenter ça non pas dans un combat, mais dans un match de tennis, dans un match de basket, etc., etc. On a presque fini sur les genres. Il y a juste un dernier petit genre qui n'est pas véritablement identique aux autres, mais que j'aime bien et que vous retrouvez dans les mangas que vous achetez généralement, c'est le Yonkoma, pardon, Yon pour 4, puisque c'est le manga en 4 cases. Souvent, ça a une tendance humoristique et ça ressemble un peu au comic strip américain. Donc les mangaka, ils s'en servent pour combler les pages blanches qu'il y a en fin de chapitre dans les mangas reliés, parce que ça correspond aux pages de publicité qu'il y a dans les magazines de prépublication comme le Weekly Shonen Jump, comme il y a des pages de pub et que là, ils impriment une version du manga avec tous les chapitres intégrés, à la fin, il y a quelques pages blanches et souvent, il y a quelques gags en 4 cases qui sont ajoutés par l'auteur et donc qui sont des yonkoma. Donc voilà les grandes catégories. Normalement, aujourd'hui, vous savez à peu près où vous situez, vous savez à peu près quels sont les grands genres, et on va tout de suite aborder différents mangas que je trouve difficiles à classer, qui me questionnent, que quand je les lis ou quand j'en parle avec des amis, on se dit « Ah oui, ça c'est vraiment cette catégorie ». Et puis après, on revoit l'œuvre, ou on voit l'adaptation d'animé, et on se dit « Ah, en fait, c'est un petit peu autre chose ». Donc, Francis, on va parler de l'Attaque des Titans dans cette liste. Si vous avez des exemples de mangas dont vous avez envie de parler, n'hésitez pas, c'est le moment. Si vous avez un manga où vous êtes toujours questionné pour connaître dans quelle catégorie vous aimeriez qu'il soit rangé, n'hésitez pas. Pour Miss Kobayashi, je ne sais pas, Francis, puisque je n'ai pas lu cette œuvre. Peut-être que Ame pourra te répondre, puisque Ame est la bible du manga de Otaku. Mais effectivement, je ne sais pas. Donc si tu veux nous en parler un petit peu plus, si Francis, n'hésite pas. Le premier manga, en tout cas, moi, que je voulais aborder avec vous, c'est A Silent Voice.
Silent Voice, c'est l'histoire d'un jeune garçon à l'école qui est un petit peu le garçon un peu cool de la classe, qui fait un petit peu des blagues. Et un jour, il y a une petite fille qui est atteinte de surdité qui va arriver. Et il va continuer à l'embêter un petit peu, voire à la persécuter. Et elle va quitter l'école. Et finalement, bah, les anciens amis du personnage principal, ils vont se retourner contre lui et le traiter un petit peu comme bah, un paria, quelqu'un qui, a, qui a harcelé une jeune fille et qu'il ne faut pas avoir dans ses amis. Ce manga, il va parler du coup de rédemption, il va aborder le thème du suicide parfois, il va parler de beaucoup de moments de tranches de vie, de situations de handicap. Donc c'est un manga qui est très fort et c'est un manga qui est rangé souvent dans le genre shonen romance, puisque ça porte un peu l'histoire, cette histoire qu'il va y avoir entre le personnage principal, sa quête de rédemption, vers le personnage de la jeune fille qui était atteinte de surdité, qu'il va donc retrouver plus tard. Et donc, j'aimerais savoir avec vous, qu'est-ce que vous pensez de A Silent Voice? Si vous l'avez lu, est-ce que vous pensez que c'est une histoire de romance, donc c'est vraiment plus du shoujo, ou est-ce que c'est plus du seinen, puisqu'il y a quand même des thèmes forts, hein, comme le suicide, abordé dans cette œuvre? Et comment finalement bien classer A Silent Voice. Pour moi, il peut être à cheval entre tellement et tellement de genres, ça pourrait être même du josei. Moi, j'ai découvert d'abord A Silent Voice via le film, qui est plutôt bon et qui, qui vient nous tirer parfois presque la larme. Donc, A Silent Voice, c'est un manga qui est particulièrement complexe pour moi, qui est vraiment sur ce fil entre divers genres, et du coup, selon les bibliothèques où vous allez, peut-être qu'il sera classé dans une certaine catégorie ou dans une autre. Chez Otaku, donc c'est en shonen romance. Pour ce qui est de Miss Kobayashi, Ame nous dit que c'est un manga assez tranquille, mais qu'il ne serait pas vraiment en tranche de vie, et plutôt dans shonen humoristique. Effectivement, bah, entre finalement un manga qui va aborder des histoires comiques sur des situations de tous les jours et un manga tranche de vie, bah, là le fil aussi est assez léger et assez compliqué à trouver. Est-ce que c'est d'un côté ou de l'autre? Mais c'est parce que bah, le manga, comme je vous l'ai dit, il a été écrit, édité pour des personnes japonaises et pour un genre et un code japonais. Et nous, quand il arrive dans nos librairies otaku, on se dit très bien, alors dans quoi est-ce que je le range, dans quoi est-ce qu'il est le plus représentatif? Et si je le mets ici, bah, les personnes qui viennent acheter ce manga et qui aiment bien ça, bah, peut-être qu'elles vont pouvoir découvrir ça. Donc voilà pourquoi on se questionne tout le temps sur quel genre de manga, quel genre de classe je peux attribuer à quel manga. Toi aussi, tu as aimé le film, Francis? Ouais, ouais, je recommande beaucoup Silent Voice. Autre manga qui m'a beaucoup questionné, donc le deuxième après Samurai Deeper Kyo que je voulais aborder, c'est Suzuka. Suzuka, c'est un shonen en fait, qui tend vers le type harem en plus sérieux, mais avec un synopsis qui est très shoujo classique pour moi, avec donc une fille qui a eu des sentiments pour un garçon, mais le garçon est soit parti, soit a eu des problèmes de santé, soit est malheureusement décédé. Et là, il y a un autre garçon qui rentre dans sa vie, et ben, elle ne sait pas comment réagir avec ses nouveaux sentiments. Elle s'en veut, et en même temps, elle veut aller vers lui, et en même temps, sa vie doit continuer. Donc ça pourrait être de la tranche de vie, ça pourrait être de la romance, mais dans Suzuka, un thème extrêmement important, c'est le sport que pratique Suzuka et le sport que va pratiquer le nouveau jeune homme qui arrive dans sa vie pour pouvoir justement passer du temps avec Suzuka. Voilà pourquoi Suzuka, à Otaku, est rangé en shonen art et sport. Et plusieurs personnes, dans beaucoup d'endroits, il est vraiment classé en shonen, alors que moi, quand on me l'a prêté et que je l'ai lu, on m'a toujours dit que j'ai toujours cru que ce manga était plutôt un type shoujo, parce qu'il représentait pour moi une histoire typique de shoujo. Donc si vous avez lu Suzuka, vous, quel est votre sentiment? Est-ce que vous le rangeriez plutôt en shoujo, en shonen romance, en shonen art et sport? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans cette œuvre? Est-ce que c'est finalement la pratique sportive qui va être au cœur de la vie des deux personnages, ou est-ce que ça va être la romance entre les deux personnages? C'est une question que je me pose toujours, mais j'avoue que le retrouver en art et sport, ça me semble assez pertinent au vu de toute cette histoire. On continue dans le thème des personnages principaux féminins. Je vous ai parlé de Sailor Moon et Sakura,
qui sont rangés dans le type shoujo aventure, mais pour moi, ça pourrait aussi être de la romance et sinon du magical girl, même si on peut ranger un peu beaucoup de shoujo dans le type magical girl, c'est quand même des exemples assez forts de tout ça. On s'approche de l'attaque des titans, je te promets, Francis. Autre manga, des gens ont adoré, détesté la fin ou n'ont lu que la moitié ou vu que la moitié, c'est Death Note. Pourquoi Death Note? Si vous ne le savez pas, au milieu de l'œuvre, il y a un assez grand retournement qui a déplu à certaines personnes qui ont arrêté l'œuvre et d'autres qui ont continué, mais ça reste un manga extrêmement intéressant qui va nous questionner sur la vie et la mort. Death Note, il est rangé dans shonen psychologique pour cette raison, chez Otaku. Mais on pourrait aussi se poser la question de pourquoi est-ce qu'il n'est pas en seinen policier, puisque un des personnages principaux trouve un cahier de la mort, un Death Note, qui permet donc de tuer n'importe qui en écrivant son nom et en connaissant son visage. Il va décider de changer le monde en tuant des criminels, et la police va essayer d'arrêter cette personne, puisque il tue des gens, même s'il tue des personnes qui sont considérées comme mauvaises par beaucoup de gens, ce qui fait qu'il va être élevé au rang un peu de dieu pour certaines personnes, et prendre le nom de Kira, qui est donc killer en japonais. Et donc ça va nous questionner sur le fait de, et si moi je recevais un Death Note, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je ferais si j'avais le Death Note? Est-ce que j'agirais pour le bien? Est-ce que j'aurais peur de l'utiliser? Et donc, shonen psychologique, c'est particulièrement pertinent. Il y a des codes du shonen sur un combat qui n'est plus un combat physique, mais vraiment un combat mental entre les deux protagonistes, qui va être donc le personnage qui a le Death Note et le détective slash policier slash génie qui va essayer de l'arrêter. Il y a le thème de la mort qui est pourtant important dans cette œuvre, mais il est traité différemment au Japon. La mort, c'est traité assez différemment. Mais c'est tellement omniprésent dans cette œuvre qu'on ne peut pas passer à côté. Et c'est peut-être pour ça que c'est plus psychologique que policier dans ce genre de classification. Mais ça ne me choquerait pas si on décidait de mettre ça en enquête policière. Il y a d'ailleurs eu un livre qui a été écrit après, donc si vous êtes fan de Death Note, qui s'appelle Beyond... ah non, ça c'est le nom du tueur. Je vous retrouverai le nom du livre sur Death Note. Je vais voir si je le trouve. Death Note. Beyond Birthday, exactement, donc qui est vraiment une enquête policière. Donc c'est un livre que vous pouvez lire comme ça, qui se passe avant Death Note, et vous voyez donc le personnage de l'enquêtrice qui se fait avoir par Kira, et quelle est la première œuvre la première enquête dont elle parle avec elle, celle qu'elle a aidé à résoudre. Donc Death Note, c'est un manga extrêmement extrêmement complexe, extrêmement intéressant, qui est donc rangé en shonen psychologique pour tout ça. Il est rangé en shonen psychologique avec un autre manga qui est Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul que j'ai découvert il y a quelques temps, et il m'a aussi beaucoup questionné. Pourquoi est-ce qu'il est en shonen et pourquoi est-ce qu'il n'est pas en seinen? On y voit quand même de la torture, des questions sur la mort et surtout des questions sur la vie humaine, et qu'est-ce que c'est que d'être un humain. C'est un peu le thème du monstre de Frankenstein de Mary Shelley, pour ceux qui sont fans de littérature, de La Mouche de Cronenberg, pour ceux qui sont fans de cinéma, ou Le Cafard de Kafka. Donc c'est vraiment impactant comme histoire, et ça nous refait considérer l'humanité, mais ça garde un format assez shonen, avec le héros qui va toujours se relever in extremis, et des ennemis un petit peu qui vont devenir des alliés. Voilà pourquoi il est pas mal, Tokyo Ghoul, mis en shonen psychologique à Otaku, et il est vraiment intéressant, même si certaines scènes peuvent vraiment... il y a quand même du cannibalisme, il y a de l'anthropophagisme. Donc cannibalisme, c'est manger des gens de sa même espèce. Anthropophage, c'est manger des humains. Donc vu que dans Tokyo Ghoul, il y a des ghouls qui se cachent parmi les humains et qui mangent donc des humains, et que le personnage principal est une espèce d'hybride entre un humain et une ghoul, eh bien lui, il va se dire, je suis pas du côté des humains, je suis pas du côté des ghouls, qu'est-ce que je suis? Et lui, il va réaliser, en fait, je ne suis pas ni l'un ni l'autre, je vais être les deux, et je vais incarner les deux, et comment je vais mettre mon humanité auprès des ghouls, et inversement, comment je vais faire comprendre que les ghouls
bah, elles sont finalement pas si horribles que ça. Donc un manga fort qui pourrait être classé dans seinen, mais qui est plus en shonen psychologique de par la façon dont c'est écrit. Mais c'est un manga, c'est un premier manga de son auteur, donc il y a parfois des coups de génie. Et vous, j'aimerais savoir si vous l'avez lu, si vous avez regardé l'animé, si vous avez lu Tokyo Ghoul Re également, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous le mettriez plutôt en shonen ou plutôt en seinen? Tu comprends le raisonnement, Francis? Ben oui, ça me fait plaisir. Et donc ce manga, qui est un premier manga, il a un point commun avec L'Attaque des Titans, qui est aussi le premier manga de son auteur. L'Attaque des Titans, qu'est-ce que c'est? Shonen ou seinen? Il y a des critiques qui disent que les Titans, en fait, c'est un mélange entre les zombies géants et des mechas pilotés. Donc, est-ce que c'est le genre mecha, mais finalement à la sauce 2021? Est-ce que c'est le genre zombie, donc horreur? Et ça va être tout ça, le cœur de l'œuvre, l'horreur un peu contre la terreur. La première, l'horreur, elle est physique, elle nous fait détourner les yeux, alors que la seconde, la terreur, elle est un peu plus intellectuelle, elle nous donne envie de savoir la suite. Enfin, il y a peu de mangas où j'ai vraiment eu envie de savoir la suite à ce moment-là, à ce point-là. C'est un manga qui traite beaucoup de l'agoraphobie, en fait. L'agoraphobie qui n'est pas donc là, juste la peur d'être entouré de plein de gens, de la foule, mais vraiment la peur de ne pas pouvoir s'enfuir, de ne pas avoir d'endroit pour se cacher ou pour s'enfuir. Donc ça veut dire être entouré de foule, être entouré de maisons dans un endroit où il y a un titan énorme qui va venir vous tuer, ou au contraire être dans une plaine où il n'y a rien autour de vous, rien pour vous cacher, et là vous êtes là face à la représentation, la personnification de la mort et de la peur. L'Attaque des Titans, eh ben, c'est un shonen au Japon, il est paru dans des magazines shonen, mais chez Otaku il est rangé plutôt en seinen action, parce qu'il y a des scènes quand même assez fortes. Un des personnages principaux va pas mal s'auto-mutiler pour pouvoir acquérir de la puissance. Et donc c'est pourquoi il est rangé en seinen action, mais sur beaucoup de sites, il y a beaucoup de controverses, il y a beaucoup de changements. Est-ce que c'est un shonen? Est-ce que c'est un seinen? Mais ici, donc, il est rangé en seinen action, et c'est assez représentatif, je trouve, du genre du manga. Donc l'Attaque des Titans. Pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un monde où du jour au lendemain, des énormes titans sont apparus, donc il peut faire 3 mètres jusqu'à une vingtaine de mètres, et du coup l'humanité s'est réfugiée derrière des murs immenses, 3 grands murs, et finalement le territoire des humains se résume à cette petite zone, et un jour, un titan colossal d'une 60aine de mètres arrive, détruit le premier mur, et du coup les humains, ils retombent dans cet enfer, dans cette catastrophe finalement, et ils se rendent compte qu'ils sont dérisoires face aux puissances de ce monde, et ils vont se cacher derrière une nouvelle muraille, et les personnages principaux, eux, ont vécu ce cataclysme, et ils vont grandir et essayer de se battre contre les titans. Donc une œuvre avec beaucoup de suspense, extrêmement intéressante, à ne pas mettre forcément entre toutes les mains, surtout pour débuter, hein, ça reste un seinen quand même, avec son lot de violence. Mais voilà, Francis, Attaque des Titans, plutôt seinen, en tout cas côté otaku. Alors, on va changer un peu de registre et on va parler du manga X de Clamp. Clamp, donc c'est un collectif de mangaka, c'est plusieurs mangaka. Et donc le manga X, malgré l'action et malgré des héros masculins, eh ben, ils sont souvent catégorisés en shoujo en raison de un peu la dramaturgie de l'œuvre, des romances entre les personnages et des scènes qui peuvent être parfois assez violentes, hein, notamment les scènes oniriques. Donc ce manga, il est classé dans shoujo. Est-ce que s'il sortait aujourd'hui, on le classerait ailleurs? Est-ce que les éditeurs japonais le classeraient dans une autre catégorie? Ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas si vous avez lu ce manga et si vous avez un avis sur la question. Mais dans le même genre, il y a Video Girl High qui est rangé en shonen romance, alors qu'il a un lectorat plutôt féminin, notamment au Japon. Alors que shonen, on a vu que normalement, il visait plutôt un lectorat de jeunes garçons. Et bien là, ça va être un lectorat plutôt féminin. Donc on voit que les codes, même japonais, ils sont en train de bouger un petit peu, et que bientôt, on ne pourra plus dire moi je lis des shonen parce que c'est pour jeunes garçons, moi je lis des shoujo alors que je ne suis pas une fille, etc. On dira juste vers le type d'histoire qui nous intéresse, et comme je vous l'ai dit, ça peut être du seinen policier, ça peut être du shonen psychologique parce que c'est vraiment ces questionnements internes
qui vous fascinent, ou ça peut être des histoires de romance, que ce soit dans des shonen, dans des shoujo 100% sentiments, etc., etc. Là où on voit encore que la frontière est en train un petit peu de bouger, c'est avec Soul Eater, qui est un shonen, ou encore Fairy Tail. C'est deux shonen, mais le héros, il n'est pas masculin. Le héros, il est totalement féminin, il est fort. Le premier personnage qu'on croise dans le manga Fairy Tail, c'est Lucie. Et donc, le personnage principal, celui qui va nous raconter l'histoire, eh bien, c'est une femme. Et dans Fairy Tail, il y a énormément de personnages féminins qui sont forts, qui ont des intrigues qui vont faire avancer l'histoire. Et là, on voit que les mangaka actuels sont en train de reconsidérer les codes qu'ils ont connus et de toucher différents types de lectorat. Et je connais plein de gens qui trouvent que Lucie, elle est super forte, et que, inversement, Natsu est un héros peut-être un peu plus cliché de Neketsu, celui qui aime beaucoup manger, celui qui est un petit peu rêveur et candide. Et donc les héros sont en train de changer, et ça serait pas étonnant que pas mal de shonen se mettent à utiliser finalement des femmes fortes. Et ça, c'est pas nouveau dans le manga, hein, des femmes fortes. J'ai envie de vous dire, maître Hayao Miyazaki, il met des femmes fortes dans ses œuvres depuis des années et des années, et pourtant, c'est pas non plus un genre shonen de combat, etc., tel qu'on peut y être habitué. Et pourtant, il y a des femmes fortes depuis extrêmement longtemps. Anne, tu nous dis que tu mets l'attaque des titans seinen, ouais, et que X, c'est un manga pas jeune. Ouais, mais il faut de tout dans les mangas, hein. Il y a des mangas très très bien anciens, et il y a des mangas nouveaux qui vont justement briser les codes des classiques, et ça c'est extrêmement intéressant, ou inversement, qui vont rentrer dans le code classique du manga. Et généralement, quand un mangaka il commence une œuvre, il va essayer de se dire ok, moi je vais faire un shonen neketsu pour garçons, et hop là, on va bien cadrer ça, et je vais être bon. Et des gens comme l'auteur de l'Attaque des Titans et l'auteur de Tokyo Ghoul, eux, ils ont directement, premier manga, brisé toutes les règles et inventé finalement leur propre type de manga, et c'est pour ça qu'ils nous questionnent à ce point-là. Donc tout ce que je vous ai dit durant ce live, c'est pour vous dire qu'on attribue un type pour une classification et un genre plutôt pour l'histoire ou le ton, mais il y a des catégories aventure dans les shoujo, dans les shonen, et je ne serais pas étonné que selon la librairie dans laquelle vous allez, on ait des avis divergents. Selon les personnes à qui vous parlez chez Otaku, ils auront des avis différents, et c'est bien normal. Et il y a des mangas que moi je vais considérer encore comme inclassables, même si il y a une classe. Suzuka pour moi reste un inclassable. Je ne sais pas quoi en dire de ce manga, je ne saurais pas comment le conseiller, etc. À part testez-le, allez-y, ça sera forcément intéressant pour vous. Question de Francis, on parle beaucoup de mangas qu'on classe shonen au Japon, mais seinen ici, est-ce qu'il y a des cas inverses? Est-ce qu'il y a des cas inverses? Bien oui, tout à fait, parce que nous, il y a des œuvres qui pourraient plus nous sembler matures ici, alors qu'au Japon, c'est un peu plus abordé de manière naturelle. Donc des œuvres, comme je vous l'ai dit, qui parlent du thème de la mort, qui est traité différemment au Japon. On est beaucoup plus sur de l'animisme au Japon. Les choses ont une essence, les choses ont une vie. Les montagnes, elles ont toutes un nom et un esprit, les rivières également. Et du coup, il y a des thèmes beaucoup plus graves qui pourraient être des seinen au Japon, que nous, on déciderait de classer en shonen. Qu'on classe le manga seinen, mais qu'on pourrait classer en shonen. Donc je pense que les éditeurs japonais se posent aussi la question, et parfois ils vont demander à l'auteur de s'orienter plus vers un style, notamment parce que ça paraît dans des magazines, le Weekly Shonen Jump, il doit faire des shonen, par exemple. Et parfois l'auteur va accéder à la requête, il va se dire, ok, dans mon intrigue, je vais vous mettre un bon tournoi, comme ça les lecteurs ils seront contents. Mais parfois l'auteur il va refuser, et il va aller voir un autre magazine en disant, non, moi mon œuvre, même si j'ai des codes de shonen, ça va tirer vers le seinen, et on va un petit peu changer la donne. Donc c'est également le cas comme partout, et les nouveaux auteurs, les nouvelles vagues, ils vont de plus en plus modifier tout ça, ce qui fait que shoujo, shonen, seinen, ça restera trois choses à garder en tête, trois grands espaces de bibliothèque, mais que vous pourrez mettre des livres vraiment entre les deux qui vont bouger les uns les autres, et je pense que ça va être extrêmement intéressant. Dans tous les cas, ne restez jamais borné, ne vous dites jamais je n'aime pas
les seinen policiers, parce que vous pourrez trouver des petites perles et des choses qui vont aborder un thème finalement d'une nouvelle façon. Et c'est la façon dont le thème est abordé qui va aussi beaucoup influencer sa classification. Donc, je vous remercie d'avoir suivi ce live. Demain, vous pourrez retrouver les lives coup de cœur à 20h avec Amé. Merci Amé d'avoir été dans le chat et d'avoir pu préciser des fois où je n'étais pas forcément extrêmement clair. C'est un énorme sujet que j'ai essayé d'aborder, donc c'est normal que j'ai pas pu tout dire. Et si vous voyez encore des mangas qui vous posent question, eh ben, allez à Otaku, parlez avec des connaisseurs, parlez entre vous, allez sur le Discord. Moi, je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau live et pour une nouvelle session de quiz sur le Discord. Et dans tous les cas, je vous remercie de votre écoute. Je vous dis donc arigato et à bientôt.